le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer avec nous. À la une de l'actualité, 600 000 doses de vaccins attendues début janvier. De quoi vacciner 300 000 citoyens dans les groupes prioritaires, redéfinis aujourd'hui. Tous les détails dans un instant. Images choc de pendus, ce sont des pantins bien sûr. Des indépendants qui ont la corde au cou expriment ainsi leur détresse. Un parcours déjà semé d'embûches pour la taxe kilométrique à Bruxelles. Elle a été présentée aujourd'hui et c'est peu dire que les autres régions, Wallonie et Flandre, n'y sont pas favorables. Le dernier au revoir de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président français s'est éteint à l'âge de 94 ans. Giscard, c'était un style, un amour de l'Europe et une politique résolument moderne. Hommage à Paris avec Adeline Percept. Enfin, du cirque en vitrine. Les artistes ne manquent pas d'imagination. Ils exposent leurs performances derrière la vitre d'un café de Saint-Gilles. De quoi donner le sourire aux passants. On en sait chaque jour un peu plus sur l'opération de vaccination à grande échelle qui sera menée à partir du 5 janvier chez nous. Le premier vaccin disponible sera celui de l'américain Pfizer-BioNTech. 600 000 doses arriveront début janvier, de quoi vacciner 300 000 personnes. Et la priorité sera donnée aux résidents et personnels des maisons de repos. Reportage Jean-Christophe Willems et Aline Delvoye. Ils seront les premiers à recevoir le vaccin contre le Covid. Ils sont aussi les plus affectés par cette crise qui dure déjà depuis trop longtemps. Marcel Lapie patiente en tricotant. Elle espère que le vaccin lui permettra de retrouver sa vie d'avant. De revoir les résidents, de pouvoir redescendre au restaurant, faire les activités qu'il y avait parce qu'il y avait beaucoup. Ça nous manque. Cette autre résidente est elle aussi prête pour une nouvelle vie. Je vois avec vos belles lunettes de soleil. Ah oui, mais ça, c'est pour partir en vacances. On va partir en vacances. Mais avant d'en arriver là, il faudra passer par la vaccination et cela l'inquiète un peu. J'ai peur. Vous avez peur du vaccin? Oui. Pour quelle raison? On ne connaît pas comment que ça va aller avec ça. Qu'est-ce qu'on aura comme réaction? La directrice aimerait rassurer ses résidents et son personnel, mais pour le faire, elle a besoin d'informations qu'elle n'a pas pour l'instant. J'imagine que ce ne sera pas obligatoire. Et alors, je me demande, tiens, est-ce que ça va être efficace si tout le monde ne le fait pas? Et c'est important de pouvoir justement donner des réponses parce qu'il y aura un paquet de questions dans mes équipes. Et c'est mon devoir de pouvoir leur répondre en connaissance de cause. Le vaccin devrait arriver jusque dans les maisons de repos en janvier par l'intermédiaire des hôpitaux. Mais quelles seront alors les conditions de conservation? Beaucoup de détails logistiques ne sont pas encore parvenus aux directions des maisons de repos, comme ici, à Evere. Est-ce que ce sont nos équipes qui doivent le faire ou est-ce que ce sont des équipes extérieures? Est-ce que ce vaccin doit être maintenu à température de moins 70 degrés ou est-ce qu'on peut l'utiliser à température ambiante? Tout ça, ce sont des questions évidemment qui vont devoir être stabilisées, officialisées. D'après nos informations, la vaccination devrait être confiée aux médecins coordinateurs et à la médecine du travail, comme c'est le cas pour le dépistage. Oui, et c'est toute la stratégie de vaccination qui a été affinée aujourd'hui. Thomas Dechamps, bonsoir. En priorité, on vient de le dire, les maisons de repos et ensuite... Alors, après le personnel et les résidents de maisons de repos, ce sera le tour du personnel hospitalier de première ligne. Après, ensuite, les autres services de santé, comme les centres de dépistage. Et puis, eh bien, on vaccinera les plus de 65 ans hors maison de repos, évidemment, suivi des plus de 45 ans avec des facteurs de comorbidité, comme l'obésité ou le diabète. Et viendrait alors après des services publics essentiels qui restent à déterminer, tout comme un dernier groupe prioritaire des fonctions critiques dans le privé, mais qui là aussi reste à préciser. En tout, cela fait tout de même déjà 4 millions de personnes. Oui, pour ces 4 millions de citoyens, cela va prendre combien de temps ? Alors, les autorités espèrent, on l'a dit, commencer dès le 5 janvier avec une première campagne de vaccination de 340 000 personnes, puis 210 000 en février, 620 000 en mars, et puis ça s'accélère à partir d'avril pour 3 millions donc de vaccinations jusque juin. Et puis, eh bien, il restera les gens comme vous et moi, Nathalie, qui ne sont pas prioritaires et qui ne seront donc pas vaccinés avant l'été 2021. Et aura-t-on suffisamment de vaccins pour tout le monde ?
Alors, on attend début janvier donc un premier arrivage de 600 000 doses estampillées Pfizer, ce qui revient à vacciner 300 000 personnes. Mais on attend d'autres vaccins. La Belgique, elle en a commandé 5 différents en tout pour un peu plus de 22 millions de doses. On va sans doute les voir. C'est 5 différents et une fois qu'on les aura, eh bien, il ne manquera plus que la validation de l'Agence européenne des médicaments. Voilà, effectivement, merci à vous Thomas. Et puis le ministre de la Santé, il veut croire bien sûr en cette campagne de vaccination. Pour lui, ce sera un moment crucial dans la lutte contre la pandémie. Écoutez, Frank Vandenbroek, il était l'invité du journal de 13h. C'est vraiment un moment de grand espoir. C'est vraiment, je dirais, la victoire de la science et de la solidarité humaine. C'est ça ce que nous vivons, hein? Nous espérons vivre. Mais c'est une victoire qui viendra en étapes, graduellement. Ça ira jusque quand? Vous pensez que tous les Belges seront vaccinés quand? Oh, ça prendra toute l'année. Eh oui, toute l'année. Et Frank Vandenbroek affirme qu'il jouera, je cite, « vaccin sur table » pour gagner la confiance de la population. L'information sera capitale et elle sera gérée par notre invité, le professeur Yvan Angler. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors je le rappelle, hein, vous êtes médecin, prorecteur de l'ULB, ex-président du FNRS, ex-patron du comité de bioéthique aussi. Finalement, êtes-vous un peu la caution scientifique, médicale de cette vaccination à grande échelle ? Écoutez, je ne crois pas aux hommes providentiels, donc j'espère juste de pouvoir, ici comme dans le reste de ma carrière, donner un coup de main. C'est un moment essentiel. Je pense que ce que le ministre a dit est vraiment important. On a pour la première fois une vraie lueur d'espoir de sortir de cette tornade. C'est plus qu'un coup de main que vous allez devoir donner. C'est relever un des défis principaux, à savoir convaincre une population. Un élément capital, ce vaccin, il est non obligatoire. S'il y a des réticences dans des groupes cibles, chez des personnes particulières, vous pouvez l'imposer ? Écoutez, la décision qui a été prise est de faire de cette vaccination une vaccination volontaire. Ça a peut-être ce genre d'inconvénient d'avoir ce type de questions, mais d'un autre côté, c'est une façon de mettre sur l'ensemble de notre population la capacité de décider de l'avenir de notre vie sociale. Ça veut dire que vous n'allez pas l'imposer ? Je trouve que c'est quand même aussi un geste important qui construit la solidarité de notre groupe de vie, qui ne serait absolument pas développé si on était dans une stratégie de vaccination volontaire. Donc ça veut dire que vous n'allez pas l'imposer, c'est bien ça? Non, la décision est prise de toute façon. C'est une vaccination volontaire. Et donc l'information et répondre aux questions et aux inquiétudes légitimes des citoyens est un élément essentiel. Il n'y a pas de consentement libre et éclairé sans une bonne information préalable. Dans les inquiétudes, M. Angler, on a tout à l'heure entendu cette résidente de maison de repos. Elle affirme qu'elle a peur notamment des effets secondaires d'un vaccin que l'on sait développer en 10 mois à peine. Il y a des raisons d'avoir peur ? Écoutez, je pense que non. C'est peut-être un petit peu long à expliquer dans un canevas comme ici, mais la rapidité de mise au point ne veut pas dire ni précipitation, ni absence de mesures de sa sécurité. D'ailleurs, si ces éléments ne sont pas présents, l'Agence européenne du médicament ne donnera pas l'autorisation de mise sur le marché. La plupart des effets secondaires de tous les vaccins apparaissent dans les 3 à 4 semaines qui suivent. Vous savez bien, quand on se fait vacciner, après on a parfois un peu de fièvre, on se sent un peu mal. Et donc, il y a une grosse expérimentation pour un nouveau médicament, puisque dans chacune des firmes, c'est 30 à 40 000 personnes qui ont été vaccinées. Et donc, l'essentiel des effets secondaires, comme on les appelle, seront connus. Ça ne veut pas dire que tout sera connu et qu'il n'y a aucune inconnue, ce n'est pas vrai. Donc, mais vous êtes rassurant à ce stade. Elle est réduite et les données qu'on a sont très rassurants en termes d'effets secondaires. Il nous reste quelques secondes. J'ai une question. Les femmes enceintes ne sont pas dans les groupes prioritaires ? Alors, les femmes enceintes ne sont pas dans les groupes prioritaires à ce stade-ci pour 2 raisons. La première, c'est qu'il reste une discussion sur le fait de savoir si la grossesse est effectivement à haut risque par rapport à la maladie. Mais il y a quand même maintenant 2 rapports américains qui le suggèrent, donc il faut les protéger. Néanmoins, nous n'avons pas de données d'expérimentation à ce stade-ci sur les femmes enceintes, ce qui est assez normal. On ne commence pas
de l'expérimentation par des femmes enceintes. Sans données cliniques, c'est un peu la même chose pour les enfants. On ne les prendra pas dans les groupes prioritaires. Ça veut dire qu'il y aura encore des informations et des précisions à donner, évidemment. Ce sera votre rôle. Merci Yvon Angler d'être venu sur ce plateau. Et puis en attendant le résultat de cette stratégie de vaccination, de nombreux acteurs de la vie économique sont encore en souffrance. Et ils l'expriment à leur façon. Vous voyez, à Moucron et à Nivelles, des indépendants ont placé des pendus devant leur établissement fermé. Ils se disent étranglés par la crise, à l'image de ces pantins. Voici des images et des propos qui peuvent choquer, je vous préviens. On voit cela avec Simon Brem et Sophie Mergen. Les images choquent et interpellent. Au bord de la route, sur les vitrines, aux fenêtres, des mannequins pendus, symbole de ces indépendants qui ont la corde au cou. Dans ce bar, on ne sait plus comment payer les factures. Tout est en négatif et les dettes s'accumulent. Les lois sociales sont reportées, mais ce qui veut dire qu'on devra les payer en double plus tard. On ne voit pas le bout. Donc ça va être la faillite, la pendaison ou je ne sais quoi, mais on n'en peut plus là. Un cri de détresse partagé par cette autre indépendante. Gaëlle avait tout plaqué, sa carrière d'institutrice, pour ouvrir ce bar, alors quand on lui a dit qu'elle ne rouvrirait pas avant février. J'en ai vomi, personnellement. Je ne sais pas comment c'est possible de tenir jusque-là, et puis on ne sait même pas ce qui va y arriver après, je ne sais pas. C'est juste affreux. Un désarroi qui touche aussi le monde de la nuit, et puis toutes les infrastructures de loisirs. Ici, on dénonce des aides largement insuffisantes par rapport au montant du loyer et des frais fixes. Dans les conditions actuelles d'aide qu'on nous propose en Wallonie, on ne peut pas survivre. On a déjà connu des suicides d'indépendants depuis le début de la crise. Et si on continue comme ça, il y aura d'autres suicides. Ce serait dommage que nos établissements doivent fermer à cause d'un élément qui n'est pas de notre ressort. Voilà, donc on dit simplement aidez-nous s'il vous plaît. Un appel à l'aide, mais ces images chocs sont-elles la bonne méthode ? Pour les autorités communales de Moucron et de Nivelles, la réponse est non. Vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des automobilistes, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des familles qui ont vécu des situations comme celle-là, je ne peux pas le comprendre. C'est beaucoup trop choquant, je comprends leur désarroi, mais c'est beaucoup trop choquant pour notre population. Je ne condamne pas, je dis on aurait pu avoir une autre approche. Dans les deux communes, la police a demandé aux commerçants de retirer les pendus. Voici leur réponse. C'est ou le pantin ou nous. Moi j'ai proposé, j'ai dit si vous voulez je l'enlève mais je me pends moi à la place. Pour ces indépendants, le double droit passerelle ne suffit pas à garder la tête hors de l'eau. L'action pourrait s'étendre à d'autres villes. Une nouvelle vie pour l'ancien site de l'OTAN à Evere. C'est désormais un nouveau bâtiment de justice, le Justicia, et il abrite une grande salle d'audience. Dès lundi, c'est là que se tiendra l'examen du dossier des attentats de Bruxelles, là que se jouera le sort des 13 inculpés. Cette salle, tout juste réaménagée, elle vient d'être présentée à la presse. La visite, c'est avec Stéphanie Lepage. À partir d'ici, uniquement les parties au procès pourront franchir cette porte. C'est derrière cette porte que se tiendra à huis clos la chambre du Conseil lundi prochain. Aujourd'hui, pour une unique visite, les journalistes en nombre ont pu découvrir les lieux. L'ancienne salle de presse de l'OTAN a été complètement réaménagée en salle d'audience. Les travaux ont duré 6 semaines. Il y avait des différentes constructions au sein de la salle, donc la salle avait une taille nettement plus petite. On a donc dû enlever toutes les petites constructions pour arriver à la capacité que la salle représente aujourd'hui. C'est une capacité d'à peu près 180 places. La Chambre du Conseil va décider si elle renvoie les 13 inculpés des attentats du 22 mars vers la cour d'assises ou vers le tribunal correctionnel. Pour le ministre de la Justice, le site est assez sécurisé. Mais c'est un site, l'ancien site de l'OTAN, donc c'est un site qui est par définition sécurisé. Puis il fallait encore sécuriser de plus à l'intérieur ce bâtiment. Et en même temps, il y a le défi de Corona qui existe. Donc il faut garder, respecter les distances. Et on a aussi prévu des salles annexes pour les victimes, pour les parties civiles et les avocats. 650 personnes se sont portées partie civile et pourraient être présentes à l'audience. Des salles relais connectées ont donc été prévues juste à côté pour accueillir toutes les parties présentes. Maar ook de partijen die hier plaatsnemen kunnen dus wel degelijk het woord vragen aan de voorzitter. Après avoir envisagé différents lieux comme le palais de justice de Bruxelles, c'est finalement l'ancien site de l'OTAN qui a été jugé le plus adapté.
En fait, il fallait un endroit qui se trouve dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, ce qui est le cas. Il fallait un endroit disponible, il fallait un endroit qui soit suffisamment grand. Et ici, vous avez pu le voir, il y a de l'espace. Et il fallait un endroit aussi qui permette d'être accessible en transport en commun. D'autres parties du bâtiment sont en cours de travaux pour accueillir le futur procès d'assises des attentats de Bruxelles. En tout, 20 millions d'euros seront investis pour l'adaptation du site. Elle est en route. Je parle de la taxe kilométrique à Bruxelles. La région capitale a présenté son projet tout à l'heure. La taxe sera calculée en fonction de l'heure de circulation ou encore du nombre de kilomètres parcourus. Alors le chemin pour la concrétisation est encore long, mais il fait déjà bondir la Wallonie et la Flandre. Tidiem Kouach. En finir avec ces images de trafic automobile à Bruxelles, c'est la volonté du gouvernement bruxellois. Et pour ce faire, le projet d'une taxe kilométrique intelligente nommée Smart Move pourrait voir le jour, un équilibre fiscal trouvé par l'exécutif bruxellois. Actuellement, les Bruxellois payent une taxe de circulation chaque année et une taxe de mise en circulation. Ces deux taxes seront supprimées, donc c'est un avantage pour les Bruxellois. Et en revanche, le Bruxellois payera une tarification qui tient compte des heures de pointe ou pas. Par exemple, le tarif serait gratuit pendant le soir, les heures de soir et pendant le week-end, et aussi du nombre de kilomètres qui est roulé. Cette taxe kilométrique concernerait tous les automobilistes qui pénètrent sur le territoire de Bruxelles et la nouvelle convainc moyennement ces quelques conducteurs. C'est clair qu'on fait tout pour réduire les voitures à Bruxelles, même si moi je suis en vélo pour la plupart du temps. Et là j'avoue qu'il y a quand même une belle contrepartie, c'est que les pistes cyclables sont beaucoup plus présentes et plus safe. Je ne viendrai plus à Bruxelles. Plus du tout ? Non. Pourquoi ? Parce que ça coûte trop cher. Les taxes sur les voitures, c'est déjà vraiment très très important. Et ici, c'est encore remettre une taxe supplémentaire. Une étude de faisabilité doit encore être menée, mais il faudra surtout se concerter avec le fédéral et les deux autres régions. On savait la Flandre et la Wallonie réticentes, les réactions n'ont pas tardé. Cette décision, c'est d'abord une punition sur les Flamands et sur les Wallons. Et donc, par rapport à cela, c'est un non ferme. Qu'est-ce que c'est que cette façon de procéder où on décide d'abord et puis on va discuter ensuite ? Il faut effectivement que l'on tienne compte de la réalité des régions de notre pays. Le gouvernement bruxellois appelle à laisser place à la concertation et qu'à l'instar de Rome, Milan ou Londres, l'équilibre entre économie, mobilité, environnement et santé publique peut être trouvé. Après la route, la glisse et les pays européens ne vont pas dévaler les pistes de la même façon. L'Espagne, la Suisse, l'Autriche aussi comptent bien accueillir les skieurs avec des modalités différentes. Par contre, la France, l'Allemagne et l'Italie veulent éviter les rassemblements des amoureux du ski. Conséquence, la colère gronde. En Savoie, en France, donc, les professionnels de la montagne se sont réunis pour réclamer l'ouverture de leurs stations, de leurs hôtels et de leurs remontées mécaniques. Comment on peut nous expliquer qu'il y a beaucoup plus de risques dans des files de remontée mécanique que dans le métro à Paris ? Dans le métro, c'est couvert, on est à l'intérieur. Là, on est en plein air, on comprend pas. Mais est-ce que c'est la bonne solution de nous empêcher de travailler alors que les clients vont arriver dans le TGV, par les aéroports, ils vont pouvoir aller skier en Suisse et manger en Suisse ? Et oui, la Suisse qui à ce stade annonce l'ouverture de ses pistes, mais la pression des pays voisins est très forte. Bonsoir Valérie Gillot, vous êtes correspondante de la RTS à Berne. Les autorités suisses doivent trancher demain et leur cœur balance. Oui, trancher ne sera pas simple car la Suisse est extrêmement divisée sur la question. Alors il y a ceux qui estiment que le tourisme hivernal représente un risque sanitaire trop élevé, que les concepts de protection sont difficiles à appliquer sur les pistes de ski. Ils craignent aussi que les hôpitaux soient surchargés par les accidents de ski, eux qui sont déjà fortement mis sous pression aujourd'hui. Et puis il y a ceux au contraire qui estiment qu'il faut préserver à tout prix un secteur économique très important, même essentiel pour le pays. Et ce sont eux qu'on a le plus entendu ces derniers jours ici au Parlement et dans les médias. Alors les autorités suisses sont sous pression. Ce soir, il y a un aspect de fédéralisme qui joue un rôle que vous connaissez aussi un peu en Belgique, qui fait qu'on doit parfois composer avec les différentes sensibilités régionales à l'intérieur du pays. Mais la pression vient aussi évidemment de l'extérieur. Le ski est devenu un véritable enjeu géopolitique ces derniers jours. Aujourd'hui, les pistes de ski étaient ouvertes en Suisse, mais il n'est pas du tout certain qu'elles le soient encore demain.
Valérie Gillot à Berne, merci à vous Valérie. À suivre, la Hongrie et son Premier ministre ultra-conservateur, quelque peu embarrassé par les frasques sexuelles d'un eurodéputé. Certains crient à l'hypocrisie. On en parle en direct de Budapest avec Florence Labruyère. Bientôt un baby-boom, un effet post-confinement. Voilà qui inverserait la tendance de naissance en baisse depuis 10 ans chez nous. Reportage dans un instant. Et puis l'invité de Jeudi en prime est le Premier ministre Alexander De Croo. 2 mois de gouvernance déjà. Interview dans la foulée du journal. Et d'abord, le décès de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing. Le Covid l'a emporté à l'âge de 94 ans. C'est une figure imposante de l'histoire de l'Hexagone qui s'en va. Il fut un jeune président à 48 ans à peine. Et même s'il avait une image un peu vieille France, comme l'on dit, sa politique et les changements qu'il a insufflés étaient empreints de modernité. Pierre Marlet. C'est une image de 1980 qui reste dans toutes les mémoires. Au revoir. Battu à la présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing prend congé des Français. Cette sortie théâtrale lui vaudra moqueries et railleries. Et quand on lui rappelait ce souvenir, comme ici, sur le plateau de la RTBF, il ne pouvait masquer son agacement. Cet échec à la présidence, c'est ce qui vous a le plus marqué, vous, dans votre carrière? Vous avez l'art de mettre en valeur les bonnes nouvelles, là. Oui, il y avait aussi de bonnes nouvelles. J'étais le plus jeune président de la République française. La France a gagné! À 48 ans, il sera en effet le plus jeune président qui ait connu la France avant Emmanuel Macron. Nous sommes le 19 mai 1974. Cet ancien ministre des Finances, à l'image plutôt austère, le voici d'ailleurs dans Astérix caricaturé en percepteur des impôts, va transformer son image, donnant celle d'un grand sportif, décomplexé, et qui sera soutenu par des people dans sa campagne victorieuse, comme Brigitte Bardot, Alain Delon, Mireille Mathieu ou encore Louis de Funès. Giscard veut incarner un vent nouveau, une France qui évolue sans rupture vers la modernité, comme illustre parfaitement son slogan, le changement dans la continuité. Je voudrais que vous pensiez ce soir que cette élection présidentielle qui s'est décidée aujourd'hui, pour vous comme pour moi, c'est seulement un commencement. La France a gagné! Une victoire de justesse, le plus petit écart de l'histoire des présidentielles. Le débat d'entre-deux tours, une première en France à l'époque, a été déterminant. Il l'écrira lui-même, Giscard a sans doute été élu grâce à une phrase improvisée qui a fait mouche. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. Son septennat débute par des notes de modernité. Abaissement de la majorité à 18 ans, divorce par consentement mutuel et surtout la dépénalisation de l'avortement qui sera un rude combat mené par sa ministre de la Justice, Simone Veil. Au plan international, ses interlocuteurs se nomment Brejnev, Mao Tse-tung ou le Shah d'Iran, lequel sera renversé par l'ayatollah Khomeini que la France avait très généreusement accueilli auparavant en exil, ce qui lui sera reproché. Tout comme on lui reprochera d'avoir reçu les diamants de Bokassa, qui s'était auto-couronné empereur de Centrafrique à grands frais. Giscard commis l'erreur de ne pas s'expliquer sur cette affaire. Bref, son septennat s'achève sur fond de crise et à la présidentielle de 1981, le débat d'entre-deux tours sonne comme une revanche pour François Mitterrand. J'avais tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Avec cette défaite, à 55 ans, Giscard a déjà l'essentiel de sa carrière politique derrière lui. Mais 20 ans plus tard, le revoilà, chargé avec Jean-Luc Dehaene d'élaborer une constitution pour l'Europe. Nouvel échec pour cet Européen convaincu, les Français la rejettent. C'est la peur, en fait. Le nom vient de la peur. Ou plus exactement, des peurs. Valéry Giscard d'Estaing, ou l'histoire d'un homme arrivé très jeune au pouvoir et qui pendant 40 ans ne jouera plus les premiers rôles. Dans la mémoire collective, il incarne à jamais la France des années 70. Et aujourd'hui, les hommages se multiplient. Bonsoir, Adeline Percept. Le président Macron se prépare à saluer la mémoire de celui qui a occupé l'Élysée bien avant lui. Effectivement, Emmanuel Macron va s'adresser ce soir aux Français. Il a déjà bouleversé son agenda. Il a déjà aussi rendu un vibrant hommage écrit à Valéry Giscard d'Estaing. Il explique que c'est lui qui a transformé la France, que les pas de Valéry Giscard d'Estaing guident toujours ceux des dirigeants politiques français. En tout cas, Emmanuel Macron est le plus giscardien de ses successeurs. Ils ont beaucoup de points communs, notamment celui d'avoir été élu relativement jeune, 48 ans pour VG
PGE, 39 ans pour Emmanuel Macron. Et puis il y a cette phrase du président qui explique que Valéry Giscard d'Estaing faisait souffler un vent de progrès sur la droite française, et on sent bien que c'est ce que voudrait faire aussi le président de la République actuel. À part Emmanuel Macron, évidemment Nicolas Sarkozy, François Hollande, tous les successeurs ont rendu un hommage appuyé à Valéry Giscard d'Estaing, et on retient 2 points au fond. Giscard, le réformateur, celui des grandes réformes sociales, et Giscard, l'européen. Merci à vous Adeline Percept à Paris. Cap sur la Hongrie à présent, un pays et un pouvoir ultra-conservateur plutôt embarrassé. Nous en parlions mardi, un eurodéputé hongrois, proche du Premier ministre Viktor Orban, a été surpris dans une fête à caractère sexuel à Bruxelles. Florence Labruyère, bonsoir, vous êtes correspondante à Budapest. Ce n'est apparemment pas une première cette affaire de mœurs. Y a-t-il de quoi déstabiliser le Premier ministre ? Écoutez, à court terme, sans doute. Vous savez, le jour où a éclaté le scandale, les conseillers de Viktor Orban ont publié une photo de lui sur sa page Facebook. On le voyait en train d'assister à une messe à l'église. Et il y a eu une telle avalanche de commentaires négatifs d'internautes qui traitaient Orban d'hypocrite que l'équipe du Premier ministre n'arrivait même pas à les supprimer. Et toute l'opposition dénonce cette hypocrisie, finalement ce décalage entre ces affaires de mœurs, c'est la 3e en peu de temps, et les valeurs chrétiennes que prétend incarner la droite d'Orban, qui a tout de même interdit le mariage homosexuel et puis qui a limité les droits des LGBT. Mais Viktor Orban est en train de reprendre le contrôle de la situation grâce à l'énorme machine médiatique à son service. La télévision publique n'a parlé de l'événement qu'hier, donc 24 heures après que les médias du monde entier aient relayé l'histoire, et elle a fait ça en 30 secondes, juste pour dire que le député avait été interpellé lors d'une soirée interdite pour cause de confinement. Et puis Orban, le clan d'Orban possède énormément de médias privés qui sont en train de faire de la désinformation. Un journal web affirme que cette soirée bruxelloise était un guet-apens pour abîmer l'image de la Hongrie parce qu'elle refuse d'accepter des migrants. Et les électeurs d'Orban croient à ce que disent tous ces médias. Donc il n'est pas sûr que ça déstabilise Orban à long terme. Les élections sont dans 1 an et demi. Et d'ici là, beaucoup de gens auront oublié cette histoire. Voilà pour les échos depuis Budapest. Merci à vous, Florence. Nous revenons en Belgique avec ce constat. Ces 10 dernières années, le nombre de naissances est en baisse permanente. Alors ce mouvement va-t-il se poursuivre avec la crise liée au Covid, ou au contraire, le confinement va-t-il faire naître un petit baby-boom ? La réponse officielle, ce sera pour dans quelques mois. En attendant, voici des avis en sens divers avec Éric Béver. Le petit Briac est né hier, il a tout juste 1 jour. Il ne le sait pas encore, mais il débarque en pleine pandémie mondiale. Pas question de recevoir des visites, hormis celle de son papa, plutôt philosophe. La maman et le bébé peuvent bien se reposer sans avoir trop de visites. Maintenant, c'est vrai que ça aurait été très gai de pouvoir tout de suite le présenter à la famille, aux grands-parents, aux parrains marraines. Mais on pourra les présenter dans pas trop longtemps, on espère. La naissance du petit Briac annonce-t-elle un baby-boom ? Pas si l'on en croit les statistiques. La natalité diminue depuis 10 ans en Belgique. Entre 2002 et 2010, on avait une hausse des naissances jusqu'à atteindre une espèce de pic avec 129 000 naissances en 2010. Et depuis lors, ça n'a fait que diminuer. On pense que c'est lié à la crise financière de 2008 qui fait qu'en temps de crise, due à l'instabilité financière, les couples ont tendance à reporter leur projet de naissance. Et cela devrait se vérifier avec le Covid. La crise découragerait les couples d'avoir des enfants. Pourtant, dans cet hôpital, on dément. Mais non, j'ai l'impression que dans ma consultation et dans ce que j'entends autour de moi de mes confrères et consoeurs, on a plutôt un confinement qui donne des ailes aux couples et qui plutôt est associé à une augmentation de cette natalité, j'ai l'impression. Les parents de Briac confirment, il a été conçu avant le premier confinement, mais après, cela n'aurait rien changé. Non, on n'aurait pas reporté le projet, le bébé. On était très heureux qu'il arrive quand il arrive. Et on n'aurait pas voulu mettre à mal tous nos projets de famille à cause de la crise. Alors, la baisse des naissances des dernières années va-t-elle se poursuivre ou pas ? Rendez-vous dans quelques mois pour savoir si ce couple est une exception ou si, au contraire, le double confinement a dopé les envies de bébé.
Oui, et dans l'agenda des prochains mois, il n'y aura pas de carnaval de Binge. C'est une fameuse déception pour les Gilles, pour les amoureux du folklore et pour les louageurs, ceux qui confectionnent et louent les costumes. Alors dans la ville, on se mobilise pour les aider à passer cette année sans carnaval. À Binge, voyez le reportage de Martin Collier. Dans le stock de son atelier, Karl Kersten empile les costumes de Gilles. Ici, tout était prêt pour le carnaval. Près d'1 millier de costumes avaient déjà été confectionnés. Il y en a très peu qui sont sortis. On n'a fait que 3 carnavals. Prochain 2021, on sait que la grosse partie des carnavals seront annulés. Des carnavals annulés alors que Karl avait déjà investi des dizaines de milliers d'euros. Alors pour aider Karl à passer le cap, certains se mobilisent. C'est le cas de Paul. Il est président d'une société de Gilles et il est aussi tamboureur. Pour Paul, le carnaval, c'est une religion, alors impossible pour lui de ne pas venir en aide à ses artisans. Je vais bien évidemment sensibiliser mes Gilles à venir louer leurs costumes cette année, quoi. Maintenant, en tant que tamboureur, il faut savoir que nous, sans Gilles, on ne pourra plus jouer non plus. Donc on a tout intérêt à mouiller notre maillot aussi dans le monde de la solidarité. Un coup de pouce bienvenu, même s'il risque de ne pas suffire. Depuis le 7 mars, nous n'avons plus de rentrée d'argent, donc on a une petite réserve mais qui s'élimine petit à petit. Il y a beaucoup d'initiatives personnelles ou de groupes de cagnottes qui veulent faire quelque chose. Ce sont de très très belles initiatives. Mais notre souci, c'est que c'est bien pour passer une petite période, mais après la période de carnaval, qu'est-ce qui va se passer ? D'autant que cette année, c'est Quentin qui devait reprendre l'affaire familiale. Mais le coronavirus a bousculé les plans. Je devais reprendre ça justement au mois de juin, mais avec le peu de travail qu'on a fait cette année-ci, c'était impossible de reprendre, donc ici je suis au chômage. En attendant, Karl confectionne des masques aux couleurs du carnaval, une manière de tout de même voir quelques clients. Une autre tradition un peu modifiée, le passage de Saint-Nicolas dans les écoles. Il ne prend pas de risque cette année, mais la rencontre avec les élèves est tout de même assurée par écran interposé. Une société a créé une entrevue par visioconférence. D'un côté les enfants, de l'autre dans un studio, le Grand Saint. Exemple dans cette école communale de Biou, près de Dinan, où vous allez l'entendre, les enfants ont bien compris qu'on ne rigole pas avec la crise sanitaire. Parce que sinon, on allait dépasser les gestes barrières pour venir ici. Si il viendrait, possible que quelqu'un avait le Covid et il pourrait avoir le Covid. Il n'est pas immunisé, c'est mieux qu'il soit là. Il n'est pas tout jeune. Hein. Oui. Quel âge est-ce qu'il a? Il l'a dit. Hein. 1035 ans. Ah oui, à 1035 ans, le Covid, c'est dangereux. Oui. Et les artistes aussi doivent prendre des précautions. Le monde du cirque notamment est privé de scène. Alors certains ont décidé d'exposer leur talent dans la vitrine d'un café de Saint-Gilles. Circus in the City, c'est le nom du concept. Et vous allez le voir avec Sarah Hendricks, cela fait plutôt du bien au moral. Derrière la vitrine, le rideau s'ouvre et ce café se transforme en scène de spectacle. Sur le parvis de Saint-Gilles, les passants s'arrêtent. Petits et grands sont sous le charme de cette performance impromptue qui interrompt gaiement leur train-train quotidien. Oh, c'est de la magie! C'est trop cool. C'est trop cool, pourquoi? Parce qu'il y a un pestacle aujourd'hui. Il y a un super pestacle, ça c'est bien le pestacle. Nous on adore le pestacle. Depuis une semaine, des artistes de cirque investissent cette vitrine sans annonce ni musique pour éviter les rassemblements. Cet après-midi, un duo magique et humoristique a investi la petite scène de 12 mètres carrés. Un vrai bonheur pour les deux frères privés de public depuis le reconfinement et qui s'adaptent à ces circonstances particulières. Plus que la vitre, je dirais c'est plutôt les gens qui sont masqués, qu'on ne voit pas vraiment leur visage, qu'on ne perçoit pas vraiment la réaction. La vitre aussi cache un peu les bruits, donc on se sent un peu plus loin, mais même comme ça, il y a des petits liens qui se créent. Un vrai plaisir aussi pour le patron qui met gratuitement à disposition son café, fermé depuis presque 2 mois.
Ça redonne du baume au cœur de pouvoir venir, même ne fût-ce que réouvrir le café, avoir une activité, accueillir des gens, voir le sourire des gens à l'extérieur. Je crois que c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver pour le moment. Pour les organisateurs de ce projet Circus in the City, l'objectif est de redonner vie à la ville et de recréer un lien entre public et artistes, mais pas seulement. C'est aussi l'idée de donner du travail rémunéré aux artistes. Et donc, pour le moment, c'est Catastrophe qui casse sa tirelire, mais on espère bien trouver d'autres soutiens, des services culture des différentes communes. Et puis, on a aussi mis en place un système avec un QR code. Un QR code à scanner, version 2.0 du chapeau pour une contribution libre qui permettra peut-être à cette belle initiative de faire des petits dans d'autres communes de la capitale. En football, le tirage au sort a parlé. Le prochain adversaire des Diables Rouges en demi-finale de la Ligue des Nations sera la France. Une rencontre qui aura peut-être un petit air de revanche. Détails et réactions avec Charles-Emmanuel de Wassage. Le tirage au sort des demi-finales de cette deuxième Ligue des Nations s'est déroulé cet après-midi à Nyon, en Suisse. Belgium. La Belgique affrontera la France le 7 octobre prochain à Turin. Les Belges espéraient ce tirage.